Les Imagitateurs vous présentent la seconde et dernière partie de l'actuel play Les Terres fondues, les prunelles du vide. Précédemment, dans l'épisode 1. Dans un futur où l'Amérique est devenue un grand désert stérile, 2 meurtres sordides ont eu lieu dans le petit village de Green Valley, tout près de la cité de Chicago, dont le village est vassal. 2 adolescents qui ne portaient pas la souillure en eux et dont les yeux bleus ont été retirés de façon chirurgicale. Avec le vieux shérif Joe, nos 2 adjoints, Lee et Pontiac, enquêtent sur les 2 crimes pour trouver le coupable, espérant réussir avant l'arrivée d'un judicateur. Ces justiciers implacables qui appartiennent à l'élite de Chicago et, selon certaines rumeurs, vivraient pendant plusieurs siècles, leur ADN ayant été modifié. Et bien que nos 2 héros aient réussi à sauver la 3e victime, Lee lutte maintenant pour sa vie, alors qu'un poison coule dans ses veines. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, un judicateur se présente à leur porte, au bureau du shérif. Les autorités de Chicago ayant été alertées par une lettre du maire du village. On toque à la porte du bureau du shérif. Le vieux Joe ouvre, tout de noir vêtu et couvert d'une grande cape, noire elle aussi. Un homme grand, dans la 60aine, entre lentement. C'est un visage sévère, derrière sa courte barbe blanche bien taillée, et une assurance d'acier qui semble auréoler l'individu. Derrière lui, un homme frêle, légèrement plus petit, habillé de noir lui aussi, semble à peine exister auprès de la présence du premier. Son visage a la blancheur d'un cadavre et il porte des lunettes soleil, noires et opaques. Le premier homme, le plus grand. Je suis le judicateur, Eastman, et voici mon aide de camp, Corbeau. En tant que village vassal de la grande cité de Chicago, Green Valley n'a plus rien à craindre maintenant. Tous vos problèmes seront résolus. D'ici 24 heures, les têtes des coupables auront roulé et votre village vivra à nouveau en paix. Dans le regard du vieux Joe, la peur absolue. La présence d'un judicateur dans un village est toujours synonyme de sang, de beaucoup de sang. Pontiac acquiesce dans un grommelement et rabaisse un peu sa capuche en passant devant le judicateur et son sous-fifre. Ok, j'y vais. La porte s'ouvrant grand, le vent s'engouffre, une nuit noire et glaciale l'accueille, et il disparaît. On voit le judicateur qui tourne la tête vers sa droite, vers la cellule où est détenu Lee, le visage luisant de sueur, les yeux fermés, à lutter contre ses démons. On te laisse un peu de côté, Lee, hein? Bien sûr. On va aller faire un tour du côté de Pontiac. Dehors, la nature a encore une humeur de tempête. Le vent et la poussière là, masquant ta visibilité, Pontiac, et conférant au village un aspect fantomatique. Le décor autour de toi là, est plongé dans un brouillard là, fouetté par ce souffle colérique. Tu te diriges vers la maison du maire. Près du salon, au loin, une silhouette furtive, ample, peut-être la robe d'une femme, gonflée par les bourrasques du vent. Et tu la vois disparaître au coin du salon. Sale temps pour se promener, Pontiac. Je continue vers la maison du maire, un peu distrait par cette ombre furtive, mais j'ai en tête Lee au sol, en nage, en train de délirer, et la petite Dora Jones qui est toujours dans la maison du maire sans protection. Arrivé sous le porche, tu vois que la porte qu'a défoncé Lee il y a quelques minutes tient à peine. Elle a été installée à la va-vite. Le vent la fait trembloter. Je mets mon fusil à l'épaule, je le tiens par la sangle, je la fais passer autour de ma tête. J'ouvre la porte tout doucement et je m'engouffre dans la maison du maire. Tout en haut des escaliers, devant toi, la sage-femme du village. Elisabeth ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu la vois surprise de te voir en ces lieux. Pontiac, c'est le maire qui m'a prié de venir ici pour veiller sur la petite Dora Jones. Mais toi? Et là, tu vois que elle est nerveuse. Elle envoie des regards un peu partout. Elle le sait, elle, que
Ta relation avec le maire, c'est pas Jojo, hein? Et à peine le mot mère sort de sa bouche, moi qui étais en train d'avaler les marches de l'escalier, je m'arrête net en plein milieu de l'escalier, comme si j'avais pris un coup à l'estomac. Le maire? Je me redresse et la dévisage en la regardant droit dans les yeux. Je vois sa peau jaunie par la malnutrition, la trace que la souillure lui a laissée sur le côté droit de son visage et de son cou, comme une brûlure à l'acide qui lui a emporté une partie de sa beauté qui était là jadis. Mais elle porte quelque chose d'autre qui fait sa différence, quelque chose de plus remarquable à Green Valley. Elle a ses yeux en amande, ridés, ce léger accent quand elle parle. Elle non plus ne vient pas d'ici. Je continue à monter les marches et me rapproche d'elle. Je pose mon visage contre son front. Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? C'est le maire qui était en panique. Il avait peur que la pauvre Dora ne passe pas la nuit. Pontiac, dis-moi, est-ce que ça vient te chercher un peu le fait qu'on monopolise Elisabeth pour être au chevet de la petite Dora, alors qu'elle a été sauvée du poison par Lee et que le maire n'ait pas envoyé Elisabeth, la sage-femme, auprès de Lee, qui, elle, est en train de lutter pour sa vie? Ce qui me laisse surtout un goût de terre et de pierre dans la bouche, c'est que ce foutu maire soit allé chercher Elisabeth, la seule personne que je vois et avec qui en dehors de Lee ou de Joe, je me permets des interactions. Je sens les battements de mon cœur dans mes tempes. Et je me ressaisis pendant quelques secondes. Je vais prendre la petite Dora. Tu peux venir avec moi si tu veux. Elle plonge ses yeux en amande, mais d'un bleu profond, très foncé. Et c'est à ce moment-là que tu entends le plancher craquer au rez-de-chaussée. Que faites-vous ici, salaud ruste? Allez, ouste, vous n'avez rien à faire chez moi! Le maire Belinsky, l'homme qui t'a pris en grippe depuis que tu es arrivé à Green Valley, qui n'a de cesse de te tourmenter, qui a tout fait pour que Joe ne te nomme pas shérif adjoint. M'avez-vous compris? Ou vous êtes un parfait idiot? Dès le moment où il a commencé à parler, je me retourne dans l'escalier figé, une colère sourde qui monte. Je me retourne vers Elisabeth. Va chercher la petite Dora, je reviens. Je dévale les escaliers plus que je les descends, manquant de manquer quelques marches. En descendant, j'agrippe le maire par le col. Mais qu'est-ce que vous faites, espèce de sauvage? Et je pense que je vais utiliser mon pouvoir, mon bon Eric. Ou tenter en tout cas. Sur le bon maire, il faut qu'il comprenne à un moment. Ah, tu veux t'acharner sur ce bon maire? Que fais-tu? C'est une particularité de Pontiac, une bénédiction ou une malédiction, peu importe comment on la considère. On ne sait jamais comment la souillure va se manifester, hein? Dans la très grande majorité, ce sont de malformations, c'est pas très joli à voir. Et c'est aussi vrai au niveau de l'esprit, hein? Il y a des gens qui vont régresser, devenir plus primitifs, ce qui n'est pas le cas de Lee, hein? Lee, si elle est comme ça, un peu sauvage, c'est parce qu'elle a grandi parmi une meute de loups, à vrai dire des chiens-loups. Mais il arrive que quelquefois, la souillure amène quelque chose de positif, comme les sens surdéveloppés de Lee, mais toi, c'est autre chose, Pontiac. Le pouvoir de Pontiac, c'est Let's Rock. Il peut solidifier certaines de ses extrémités, qui peuvent prendre l'apparence et la dureté, donc toutes les propriétés de la pierre. Le souci, c'est que ce pouvoir-là se manifeste et se rétracte à son bon vouloir. Oh. Donc Pontiac peut maîtriser l'apparition, mais pas la disparition. Ça le hante un peu de finir comme une statue pétrifiée à jamais. Psychologiquement, ça doit peser, ça, le fait que quand tu viens solidifier une partie de ton corps, qu'il y a un petit côté aléatoire. Il y a toujours une peur, après coup, comme une sorte de descente après l'adrénaline. Et en plus, tu travailles à côté de Joe, hein, notre bon vieux shérif, qui lentement, lui, sa souillure fait en sorte que il perd de la mobilité, que son corps se pétrifie. C'est un rappel quotidien. Ouais, hein? Ben, on va lancer le jet, ouais. Et on va laisser le jet nous dire quelle direction que ça prend. Allez, ok. Ouch. Ok. Ben, 92. 92? Attends. Est-ce que tu prends une émotion? La situation, elle est parfaite, là. Le maire est venu te remuer un peu, là. Je pense que je vais faire, en tout cas, effectivement, jet de relance et prendre une émotion, oui. Quelle émotion? Oh, je pense que c'est la colère. Il aurait pas dû parler à Elisabeth et faire en sorte qu'elle se mette dans cette histoire. Vas-y, relance. 15. 15? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. C'est une réussite totale. Décris-moi ce qui arrive. Il le tamponne et le soulève. Wow! Sa voix commence à changer et il
Il explose contre le mur qui fait face à l'escalier. De la vision du maire, on voit les deux mains de Pontiac se solidifier, se transformer en pierre. Je commence à en avoir ras le cul que tu te mêles de ma vie. Et je le jette à terre. Le plancher fait plus que craquer sous le poids de cet homme qui ne se refuse rien, surtout dans l'assiette. Je me jette sur lui et mon poing s'abat juste au niveau de son oreille, qui les rafle et la fait saigner et percute le sol et explose les lattes de plancher du sol. Alors qu'on entend ce bruit caractéristique du bois qui cède sous la frappe de la pierre qui est devenue ta main, on entend le cri d'Elisabeth en haut des escaliers, qui tient par les épaules la pauvre Dora qui semble un peu perdue. Pontiac, que fais-tu? C'est le maire! On a un plan où on voit les portes de la maison du maire s'ouvrir sous le vent et dans la lumière découpée, on me voit telle une bête respirer au-dessus de cette boursouflure. Et ma main s'extirpe du bois sans le moindre effort et elle se déplie dans un bruit de pierre qui frotte et le doigt tendu vers son nez. Je presse et il serait bon de te soucier le moment où je m'en foutrai de ce foutu village. Et de vous tous. Je représente la loi. Les yeux en larmes, les lèvres tremblantes, le maire quand même trouve le courage de balbutier. Vous allez me le payer, salopard! À ces mots, Pontiac prend appui sur son genou et se relève lestement, les bras le long du corps, les épaules qui s'affaissent, lesté par ces deux pierres qui lui servent d'avant-bras et de poing. Rapidement, Elisabeth dévale les marches pour te rejoindre. Elle jette un regard sur le maire, puis te regarde. Un mélange de reproche, mais aussi de fierté. Oui, je sais, Elisabeth. Ça me coûtera. Mais on sera peut-être aussi nombreux demain matin que maintenant. Allons-y. En s'engouffrant dans l'eau noire, on aperçoit Pontiac essayer avec une de ses mains de pierre, gratter un avant-bras comme enlever une croûte de son bras tiré, mais le bout de pierre ne part pas. On délaisse la maison du maire pour retrouver Lee dans ton délire. Alors que tout ton corps lutte contre ce poison mortel que tu as aspiré des veines de la jeune Dora. Le contour de deux silhouettes se dessine lentement devant toi, tout en s'approchant. Une femme et un homme. Le souvenir est flou dans ton esprit lorsque vient le temps de te remémorer tes parents. Tu étais si jeune lorsqu'ils ont disparu. Mais les deux personnes présentement devant toi sont à l'image de ce que tu te fais d'eux. C'est ta mère et ton père qui se tiennent près de toi devant. Quelle image as-tu gardé d'eux? Une image très floue, juste la silhouette. Et mon père qui porte ce chapeau à large bord. Le cliquetis de ses clés quand il marche. Il porte toujours des clés ou quelques outils autour de la ceinture et la musique que ces derniers font quand ils s'entrechoquent. Pour ma mère, c'est encore plus flou. J'ai le souvenir d'un parfum. Je ne sais pas comment, dans ce monde, elle parvenait à être encore coquette et à sentir si bon. Peut-être est-ce mon flair à moi, tout simplement, qui était déjà développé, mais je me souviens de son odeur. Une odeur tellement rassurante. Et elle est présente, cette odeur, alors que la silhouette de ta mère avance un peu plus vers toi. Pourquoi, ma fille? Pourquoi n'es-tu pas venue avec les chiens pour nous retrouver? Pourquoi es-tu restée cachée? Pourquoi nous as-tu abandonnés? La silhouette de ton père vient retrouver celle de ta mère à sa hauteur. Tu nous as trahis! Tu as trahi tes parents! La colère déforme le visage flou de ton père. Que ressens-tu? Je me sens tellement perdue, je ne comprends pas, je ne me rappelle pas comment est-ce que j'ai pu arriver ici, dans cette cellule, je crois. Je cherche de la main le chien parce que je me souviens qu'il s'est couché sur moi et je cherche pour voir s'il est là. Tes doigts retrouvent son pelage. Ce contact me rassure. S'il ne s'agite pas, j'imagine que tout va bien. Je ferme les yeux quelques secondes, je les rouvre pour voir si les silhouettes sont encore là. Celle de ton père, toujours menaçante, presque animale, alors qu'il grogne. Tu nous as trahis! Et lentement, des poils commencent à envahir leur peau à tous les deux. Leur nez s'allonge pour devenir museau. Ta mère dans un râle. Tu nous as remplacés par eux! Et ton père d'ajouter. Tu voulais notre disparition, n'est-ce pas? Tu as toujours eu un cœur sauvage, plus proche des bêtes que des humains! La faute à qui?
Je retrousse les babines et les lèvres. Et je commence à grogner et j'essaye de me redresser. Et je sens que mon corps est lourd, j'ai du mal, mais j'essaye de me redresser. La rage est en train d'entrer en moi. Comment est-ce que c'est possible de me dire une chose pareille alors que je suis seule depuis tellement d'années? Je ne suis pas née comme ça. Alors que tu es sur cette couchette, que tu as relevé la tête, montré les dents, grogné, on voit cette image, ce plan de profil, ton visage déformé par une forme de rage et le visage de ce père, presque collé à toi, en faire tout autant, alors qu'il se transforme en chien, ceux qui ont remplacé tes parents. Je lance les crocs en avant et j'essaye de mordre ce visage qui m'insupporte. Je lâche en même temps. Tu n'as pas le droit de revenir maintenant. C'est trop tard. C'est terminé. Et j'essaye de mordre ce museau qui se rapproche de moi. Alors que tu te pousses vers l'avant, c'est comme si tu émergeais d'un lac. Le flou disparaît pour laisser place aux barreaux et aux murs de la cellule, peut-être dans un souffle haletant. Effectivement, je suis même à bout de souffle. Je regarde autour de moi, voir si un quelconque danger est encore là, et puis tout essoufflé, j'ai les cheveux complètement collés au visage après ces heures à être en sueur. Un homme, très grand, est assis à côté de toi et te tient par les épaules, son visage près du tien, comme l'était celui de ton père quelques secondes auparavant. Ça va aller, mon enfant. Je vous ai donné quelque chose pour vous soulager. Vous êtes hors de danger. Un peu de repos, et vous serez rapidement sur pied. Est-ce que je connais cet homme? Non, mais il y a un mais. Quelque chose chez cet homme t'est étrangement familier, Lee. Peut-être cette sagesse peinte sur son visage, qui est accentuée par cette barbe blanche finement taillée, ou est-ce cette confiance inébranlable que confère l'âge? Impossible à dire. T'as seulement un sentiment de déjà-vu. Avec ces sensations que j'ai là, à ce moment-là, je vais me fixer quelques instants dans les yeux, puis je vais m'approcher et je vais mettre à le renifler. Au niveau de son cou, au niveau du col de sa chemise, et contre toute attente d'un geste relativement vif malgré mon état, je vais venir me lever dans ses bras, comme une enfant. Et ce n'est pas anodin. Alors que tu as plongé ton regard dans ses yeux couleur azur, l'homme referme ses bras sur toi et vient se bercer d'avant-arrière, comme pour te consoler. Et dans cette odeur que tu as reniflée, littéralement, sur lui, il y a un peu de cette odeur réconfortante que tu te souviens de ta mère. Et à ce moment-là aussi, une chose te revient en mémoire, Lee. Les paroles de la jeune Dora Jones, qui parlait de son agression. Ils sont. Ce n'était pas qu'une seule personne qui l'a attaqué dans sa chambre. J'ai toutes ces idées qui me passent en tête, mais je suis tiraillée parce que je me sens encore tellement fatiguée. Mon corps a tellement souffert de ce que je viens de passer. La totalité de mes muscles sont fatigués, sont trop tendus et je n'arrive pas à me détendre. Paradoxalement, cette douceur dans les bras de cet homme et ce réconfort, l'idée de me dire que pendant quelques instants, j'ai peut-être le droit d'arrêter d'être forte et de lutter et de me laisser aller dans ses bras protecteurs. Et malgré que je pense à tout ça, que je revois les paroles de la petite, il est trop tôt pour réfléchir. J'ai cette envie de savourer l'instant. Et tu le prends, ce temps, avec lui, alors que vous êtes tous les deux serrés l'un contre l'autre. Et ce, sous le regard effaré du vieux Joe, qui se tient à la porte de la cellule, alors qu'il t'observe, toi, sa petite protégée, collée contre un judicateur, ses bras armés de la cité de Chicago, ces justiciers implacables, dont le nom n'a de synonyme que le mot mort. Je crois qu'on pourrait terminer la scène là, non? Très bien. Maintenant, on pourrait faire une ellipse et à quel endroit on ouvrirait la scène pour le chapitre 3? Moi, je me demande s'ils n'iraient pas voir directement ce qui s'est passé chez le maire. Ça me va. Très bien. Chapitre 3. Charmé par le diable. On a un cote et on se retrouve dans une belle cuisine, remplie de bonnes odeurs, contrairement à beaucoup de chaumières dans le village de Green Valley, puisqu'on est dans la maison du maire. Et on le voit assis, ne portant aucune stigmate de sa confrontation d'hier avec toi. Peut-être à part cette oreille? Je pense qu'il a une oreille qui a demandé beaucoup plus de soins. Pas juste un pansement, un bandage qui lui entoure le haut du crâne.
comme si la blessure était plus grave que ce qu'il n'y paraissait. Dans la tête de Pontiac, ça met une goutte d'eau en plus dans ce verre déjà rempli. Il a eu du coton propre, il a eu des soins pour une oreille éraflée. Et là, dans cette conversation où on voit les décideurs autour de cette table, le maire est là, notre shérif Joe, et le judicateur Eastman et son aide de camp Corbeau. Notre pauvre vieux Joe est un peu éclipsé. Le judicateur a pris les choses en main. Ne vous inquiétez pas, Mère Belinsky. Les choses seront réglées au plus tard demain. Et alors qu'on entend la voix caverneuse du judicateur, on quitte la cuisine pour se diriger vers ces escaliers, lentement retourner dans cette chambre où on voit vos deux silhouettes. Bien sûr, vous faites la petite besogne. Vous êtes revenus sur le dernier lieu du crime. Pas de laurier pour Lee et Pontiac. Alors que c'est vous qui avez fait le rapprochement de jeunes adolescents, sans souillure, yeux bleus, les mains placées en prière. Que faites-vous dans la chambre de Dora Jones? J'ai quand même une main appuyée sur un petit bureau qui est sur le côté. J'ai les jambes qui tremblent encore et j'observe un peu autour de moi dans la pièce si je vois quelque chose qui me semble étrange. On voit que la fenêtre a été forcée. Il n'y a aucune trace de l'objet qui a servi à piquer la jeune Dora au cou. Pontiac regarde par la fenêtre où les rideaux bougent, poussés par le vent. Du coin de l'œil, en soulevant les rideaux, je regarde où aurait pu s'accrocher une personne pour monter jusqu'ici. Et sans même un regard pour Lee, et tu trouves pas ça bizarre, toi, que un judicateur est le remède parfait pour ce que tu as? Il est bienveillant, Pontiac. Il est gentil. Ouais, admettons. Qui oserait forcer une fenêtre du maire? Du point où ce que tu es, tu vois le saloon au loin, te ramenant à l'image que tu as eue de cette silhouette que tu as vue à travers le brouillard de la tempête. Va peut-être falloir se décider à aller discuter avec les caravanes. Qu'est-ce que t'en penses, Lee? Je te réponds pas, mais tu es habitué et tu sais que je suis en train de t'écouter, mais je suis en train de flairer autour du lit pour voir si une quelconque odeur attire mon attention. C'est pas ton sens auditif, donc c'est un peu moins fort que tes autres sens, mais c'est tout de même formidable. Oh, un joli 16. Oh. Il y a une odeur que tu ne relis pas à un membre du village. C'est une espèce de mélange entre la lavande et le miel. D'accord. Donc personne dans le village et j'imagine personne que j'aurais croisé récemment. T'élimines les gens du village, c'est quand même très très bien, mais de dire que t'associes ça à quelqu'un récemment... Je vais dire, toi, ce n'est pas quelqu'un qui vit ici. Tu sais, toi, Pontiac, qui sent la lavande, je pense, et tu sais ce truc sucré, là? Le miel, je crois. Du miel ici, Lee? Non, à Green Valley, non. Ça sent ça, viens voir. Je me rapproche de l'endroit où elle est, je m'accroupis, je sais très bien que j'arriverai pas à faire la différence. J'essaye malgré tout. Je te fais confiance, Lee. Je pense qu'on va aller poser quelques questions. Je prends mon fusil craqué sur l'épaule et je m'engage dans l'escalier. Je passe devant la cuisine du maire. Ils discutent toujours. Ouais, tu entends la grosse voix du maire ricaner. Mais quel plaisir de vous avoir ici, judicateur. Vous m'envoyez soulagé. Oh, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas venus ici pour rien. Outre ces 2 meurtres affreux et cette tentative contre ma servante, laissez-moi vous dire qu'il y a des éléments subversifs dans ce village. J'aurais quelques noms à vous suggérer. Et juste à ce moment-là, on me voit passer dans l'embrasure de la porte. Est-ce qu'il y a Joe dans cette réunion? Ouais, tu le vois, face à toi, la façon qu'il est disposé autour de la table. Et à l'évocation des paroles du maire, tu vois toute la tristesse dans le regard du vieux shérif qui te voit. Je fais un salut de chapeau avec ma capuche à Joe, puis je m'approche de la table. Nous avons peut-être une piste à explorer. Je tourne le dos au maire et m'adresse au judicateur, si vous le permettez, bien sûr, judicateur. Vous avez vos méthodes, nous avons les nôtres. Tant que votre enquête ne vienne pas piétiner la mienne, faites ce que bon vous semble. Et je tends ma main gauche au judicateur, marché conclu. Il regarde ta main un instant. Tu peux percevoir un très léger agacement. Puis comme s'il s'était repris, relève la tête, lui qui s'est pas levé de sa chaise, et t'envoie un magnifique sourire. Il te tend la main. Une main chaleureuse. Continuez votre bon travail. Merci, judicateur.
Et je me tourne vers son acolyte et de ma main gauche, je lui tends la main aussi. Merci pour votre aide. L'acolyte, lui, doit dédaigner faire un geste. Tu vois qu'il a continuellement les mains dans les poches. Lee, toi, où es-tu? Eh bien, je me tiens dans l'encadrement de la porte, derrière. J'observe la scène qui se passe. J'ai toujours un œil tout de même sur Pontiac. Mais là, je suis assez torturée puisque dans cette même pièce se tient mon compagnon de tous les jours. Et cet homme à qui j'en dois une. Je cherche le judicateur du regard, toujours sans trop rien dire, comme à mon habitude. Mais j'essaye de capter son attention, en tout cas de capter son regard. Et pendant que Lee scrute la scène de loin, on peut voir la main de Pontiac le long du corps qui fait un signe, qui te pointe le corbeau, l'acolyte. Et effectivement, je te connais bien, on se connaît bien plutôt. Et après cette recherche d'attention qui va durer quelques secondes, et je commence à humer l'air effectivement, d'abord sur le pas de la porte, là où je me tiens. Et puis, petit à petit, je vais entrer dans la pièce et je vais commencer à faire le tour de cette table en humant chaque personne derrière laquelle je passe. Et alors que tu t'affaires à ton manège, la main de Pontiac rencontre celle du judicateur, cependant leur poignée de main. Et elle dure plus longtemps que nécessaire, alors que le judicateur te détaille. Et encore là, tu ressens cette familiarité, alors qu'il te regarde et sourit, comme s'il appréciait ce qu'il voit, comme s'il admirait ta sagacité, ta perspicacité, ton flair. Et tout en continuant à détailler les odeurs qu'il y a autour de cette table, mon regard va croiser le sien. À la stupéfaction de Joe et Pontiac, je vais lui répondre à son sourire, un vrai sourire franc. Je ne vais pas montrer les dents, cette fois. C'est un sourire que je n'ai pas préparé. Quelque chose qui me vient naturellement et sur mon visage, on voit à peine ce sourire passé, la surprise moi-même de me rendre compte que je viens d'avoir un élan très humain que je n'ai pas d'habitude. Malgré que ça ne me déconcentre pas plus que ça, parce que je sais exactement ce que je suis en train de faire, mais quelque chose vient de naître chez moi qui est totalement inconnu. Et comme s'il l'avait ressenti, il hoche de la tête, comme s'il connectait avec toi. Je pense que je n'ai jamais eu de connexion avec qui que ce soit, à part ces êtres poilus à quatre pattes qui m'ont accompagné toute mon enfance. Et alors que tu flottes sur une espèce de nuage de bien-être, un trouble va s'installer. Pour la première fois de ta vie, oui, certes, tu peux sentir les odeurs qui sont restées emprisonnées dans l'étoffe, les tissus. Mais cet homme, l'acolyte du judicateur, ce corbeau, ne dégage aucune odeur. Et pour le coup, à l'instant, j'oublie totalement ce qui se passe autour. Malgré cette euphorie que je viens de ressentir, cette sensation de connexion que j'ai pour la première fois, tout ça n'a plus aucune importance. Là, ça m'interpelle beaucoup. Et pour moi, quelqu'un qui n'a pas d'odeur, c'est quelqu'un qui ne laisse pas de traces, donc c'est forcément un danger. En tout cas, quelque chose que je ne connais pas, donc forcément un danger. Et je vais m'approcher vraiment beaucoup plus près de cet homme, quitte à le mettre vraiment très mal à l'aise. Je me tiens sur son côté, je me penche au-dessus de lui et je me mets vraiment à le renifler au niveau du visage. Je suis pris d'un déclic. Je fais le tour de la table, je m'approche de toi. Nous y allons alors. Je te prends par l'épaule et te chuchote à l'oreille. Tu m'expliqueras tout à l'heure. Judicateur, Joe, et on passe la porte. Tu m'entraînes avec toi, mais je marche un peu comme... Enfin, je viens vers toi un peu comme un reculon. Tu sais, un pas en arrière, je rate un peu le pas d'après. Vraiment, je voudrais continuer à le renifler et comprendre ce qui se passe, mais je sais que si tu fais ça, c'est qu'il faut que je te suive. Et vous quittez, et la cuisine, et la maison du maire, sous le regard inquiet de votre père de substitution, le vieux Joe, le shérif. Vous avez exprimé le désir de vous diriger vers cette caravane. Ça représente peut-être une demi-douzaine de chariots qui sont présentement à l'ombre du saloon. Et on vous voit avancer dans la poussière, avancer vers eux. Nos pas s'accordent, je pense, à quelques mètres de décalage l'un de l'autre. On avance péniblement. Moi, j'ai encore cette trace de faiblesse en moi qui fait que la distance à parcourir me semble longue. Et à un moment, d'un geste assez vif, je tourne ma tête vers toi, Pontiac, et je te regarde. Qu'est-ce qu'on voit dans ce regard? Comme si je essayais de mettre en ordre des idées, mais tout en te regardant, comme si j'étais prête à prendre la parole, à dire quelque chose, mais que les mots manquaient un peu. La capuche de Pontiac et son regard qui semble plus cerné, ses yeux plus enfoncés
dans ce visage buriné. Je te dévisage du regard, les lèvres collées par la poussière et le vent. Les lèvres restent scellées. On entend un grand crack. On voit Pontiac ouvrir son deux coups, pointer l'arme et regarder les chambres à la lumière du soleil. Vérifier si elles sont propres. Prendre 2 cartouches, les armer, les mettre dans la chambre et refermer le fusil. Je reprends la marche en te passant devant, en te bousculant légèrement, en te frôlant. T'attrape le bras au moment où tu passes. Je t'oblige à faire volte-face et à me regarder. Je m'arrête. Il ne sentait rien. C'est vraiment bizarre, il ne sentait rien du tout. Ok, admettons. À mon regard, tu sens que je fais allusion à ce qui s'est passé avant. Lee, je parle du judicateur. La caméra dézoome et on semble un peu perdu peut-être au milieu de cette scène comme un gouffre qui nous sépare. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'on prend conscience que Pontiac et Lee ont beau avoir une confiance et les mêmes idées, mais aussi une part non avouée de souvenirs ou de désirs. Tous les deux, vous avez une part sauvage. Vous vous êtes apprivoisés, vous passez du temps ensemble, vous vous faites confiance, mais de là à dire que vous êtes des confidents et que vous partagez tout... En effet, je n'ai jamais parlé d'Elisabeth, ni de mon passé. Comme un accord muet, on regarde dans la même direction, mais peut-être qu'un gouffre nous sépare. Je ne t'ai jamais parlé de mon enfance non plus, tu as compris par toi-même, je pense que j'avais ce lien privilégié avec les chiens, mais je n'ai jamais raconté pourquoi ni comment. Et en effet, je pense qu'on compte l'un sur l'autre, sans se connaître plus que ça. On a un plan sur vous, de côté, alors que vous vous êtes immobilisé au milieu de la rue principale. Et juste devant vous, on voit les gens s'affairer autour des chariots de la caravane. Pontiac force du bras pour que la main de Lee le lâche. J'avance sans me retourner et je fais quelques pas sans ralentir. Tu m'entends dire, après quelques mètres, du moment que c'est pour la meute. Et j'avance. Je te suis à quelques mètres derrière et je regarde sur le côté comme si de rien n'était. À votre approche, vous voyez cette teinte rose qui caractérise Madame Peacock. Ses cheveux, mais excessivement longs, trop longs, qui tombent sur ses épaules, son torse, son dos, en boucle, est tellement épais, si bien qu'on peine à deviner ses vêtements. Ce qu'on voit le plus, c'est ce visage qui apparaît, vieux, sympathique et souriant. Bien sûr, cette manifestation capillaire, c'est la souillure. Mon regard s'attarde quelques secondes sur elle parce que son étrangeté quand même est marquante. Mais très vite, je vais m'approcher des caravanes et commencer à sentir à nouveau, même pas seulement à sentir, je vais mettre vraiment tous mes sens en éveil. Je vais sentir bien sûr le fond de l'air, voir si je retrouve une trace de lavande et de miel, mais je vais aussi écouter ce qui se passe autour, ce qui se dit, et dans ce brouhaha, j'imagine, autour de nous, j'essaye de détecter un son qui ne serait pas comme les autres. Alors que Madame Peacock avançait vers vous, tout sourire. Toi, tu bifurques, hein? Sauvage que tu es un peu. À humer l'air. Madame Peacock t'intercepte, en quelque sorte, Pontiac. Pontiac, comment allez-vous? Très bien, je m'inquiète de la santé de tout le monde. Je parle un peu plus fort pour signifier ma présence. C'est normal avec qu'est-ce qui frappe notre village. Et là, elle lève son petit nez au ciel. La tempête est passée. Nous allons partir demain. La sage-femme s'est bien occupée de vos invités? Oui, je vous remercie d'être intervenu au saloon. Sans vous, les choses auraient pu dégénérer avec votre concitoyen et ses 3 chasseurs. Les hommes comme vous sont essentiels. Et là, elle met sa main frêle, elle vient comme te flatter le bras au niveau du biceps. J'accueille la flatterie, pas d'un sourire, au moins mes lèvres ne signifient plus mon mécontentement. Je sais que c'est peut-être du temps pour Lee. Est-ce que je vois des enfants dans ces caravanes ou jouer à côté de ces caravanes? Oui, tu vois seulement 3 enfants qui les accompagnent, sachant que la stérilité touche la plupart des gens sur les terres fondues. Ils ont l'air souillés, ces enfants? La souillure se déclare assez jeune, mais des fois on peut voir les signes apparaître là, à la préadolescence. Mais là, effectivement, les 3 enfants sont touchés. D'accord. Entre autres, il y en a un, clairement, on devine que ça va toucher ses oreilles. Là, elles sont déjà immenses. Je coupe court à la flatterie et je lui demande si les frères ont dormi dans les caravanes cette nuit.
Non, ils n'ont pas quitté leur chambre à l'étage du saloon. Ouais. Et je crois qu'ils n'en sont sortis que pour manger. Veuillez pardonner la mémoire d'une vieille femme. Et cette fois-ci, je lui souris en la regardant droit dans les yeux. Et elle voit dans mon regard que je la sous-estime pas. Je m'approche de son oreille et je vais devoir sérieusement les interroger. Ce n'est pas contre vous, Madame Peacock. Elle te fait un clin d'œil alors que tu souris. Je comprends, mon petit. Je comprends. Lee, Oui, ton flair t'a amené jusqu'à un chariot. d'accord. Près d'une roue en bois, avec ses rayons, tu vois une jeune fille, à genoux, à même la terre battue, en train de prier, ses doigts joints. Je l'observe un moment et je penche la tête sur le côté. Ses manières et ses traditions me laissent parfois un peu perplexe. Mais je ne l'interromps pas. Et je continue à suivre cette piste, à chercher en tout cas cette odeur de lavande et de miel, des deux peut-être, ou même d'une seule. J'essaye de voir d'où ça pourrait venir. Alors que tu pistais cette effluve dans l'air, que tu croyais qu'elle allait t'amener ailleurs, c'est cette jeune adolescente de 15 ans qui la porte. Dans ma tête, je me dis que non, j'espère que c'est pas ça. J'essaye de me contenir, d'attendre qu'elle ait terminé sa prière. J'ai toujours essayé de respecter les croyances des gens, même si je n'y comprends pas grand-chose et je n'y vois pas grand intérêt. Je vais m'agenouiller à côté d'elle, attendre encore quelques secondes, me pencher vers son oreille et lui dire qu'est-ce que tu faisais dans cette chambre? À ces mots, le soleil disparaît. Tu es dans l'ombre de deux personnes qui sont arrivées. Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous aider? Non. Je ne tourne même pas le visage vers eux, je réponds juste non et je regarde à nouveau la jeune fille. Éloignez-vous de ma fille. Éloigne-toi de ma coéquipière. L'homme se retourne vers toi, Pontiac. On ne cherche pas à mal. Moi non plus. Je veux juste que cette femme cesse d'importuner ma fille et se recueille. Qu'est-ce que tu faisais dans cette chambre? La fille n'a pas bronché. Les yeux fermés, ses mains jointes, collées à son menton, ses lèvres mues et pris. Et quelque chose, alors que le couple, clairement ses parents, sont arrivés, eux aussi charrient la même odeur de lavande et de miel. J'ai mis quelques secondes à le sentir puisque je m'étais fixée sur cette jeune femme, mais au bout d'un moment, l'ombre de l'un des deux me gêne et je me retourne avec un visage un peu agacé pour leur dire de déguerpir. Et au moment où je me retourne, je sens ce parfum qui vient d'eux aussi. Et c'est à ce moment-là que tu vois l'homme et Pontiac dans un duel de regard. On ne cherche pas querelle. Et nous, on cherche des réponses. Je vais me redresser et recommencer à flairer dans leur direction, voir si l'un des deux seulement sent cette odeur ou vraiment les deux. Et le père et la mère. Alors je vais leur tourner autour, vraiment à la manière d'un animal sauvage. Enfin, je vais marcher autour d'eux, plusieurs fois, plusieurs tours. Les regarder de haut en bas, les dévisager. Écoute, Pontiac, c'est toi qui as gagné le duel de regard parce que là, l'homme en question, le père, troublé par la présence de Lee, décroche et commence à regarder Lee. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi vous étiez dans cette chambre? De quoi vous parlez? La chambre de la petite, là-bas. La femme vient se coller à l'homme, lui serrer le bras. Mais qu'est-ce qu'il dit? Votre odeur, elle était dans cette chambre. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Pontiac tient toujours en joue l'homme. Écoutez, je sais pas qu'est-ce que ça signifie, mais on n'a rien à se reprocher. On dort ici, on mange au saloon. Les frères Kennedy, ils sont avec vous? Non, ce que je sache, depuis que l'un d'eux a été blessé, on les a pratiquement pas vus. Avant ça, je parle. Non, nous arrivons du nord et eux sont arrivés par l'ouest, selon leur récit. Et qui peut savoir? Et qui d'autre vit avec vous? J'ai mon propre chariot. Vous n'êtes que tous les trois? Oui. Pontiac redescend le canon de son fusil. Montrez-nous la caravane. Oui, certainement. Il s'agit carrément de la caravane où la jeune adolescente s'est recueillie. Elle qui est toujours en prière, vous l'entendez toujours murmurer comme si rien ne s'était passé. Vous allez contourner le dit chariot pour aller vers l'arrière. Moi, je laisse Lee inspecter le chariot. Elle s'y prendra bien mieux que moi. Tu le vois, Lee, d'un regard. Je te vois et je hoche la tête une seule fois, d'une façon très sèche. Et je fais le tour pour monter dedans. À l'intérieur, sous le regard troublé du père, tu commences à fouiller et tu trouves un paquet de babioles. On voit vraiment que c'est un marchand. Entre autres, tu trouves des feuilles de lavande séchées
et un peu de miel. Est-ce que je trouve quelque chose qui ressemble à ce poison que j'ai eu? Tu prends le temps de fouiller, donc moi, il n'y a pas vraiment de jet, là. Oui. Ton flair fait en sorte que, oui, tu le sens, mais c'est très ténu. Si bien que, alors que tu bouges les trucs, tu sais que ça sert à rien de chercher. C'est une odeur qui est restée, mais tu sais que tu n'auras pas l'origine. C'est pas assez fort. Je me tourne vers le père et je dis 2 solutions. Soit vous n'avez plus cette chose ici, soit quelqu'un est passé vous l'acheter. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et vous entendez des détonations, de tout près, sans doute du saloon, qui est juste à côté. Et merde. Bien, je détale, comme à mon habitude. Vous voyez déjà les gens commencer à sortir dans la rue principale, commencer à se diriger vers l'origine du bruit. Certains à grande foulée, d'autres plus craintifs, mais curieux. Est-ce qu'il y a quelque chose, une fenêtre ou une ouverture sur la façade où on est? Il y a une porte arrière qui mène un genre de cuisinette et il y a 2 fenêtres à l'étage. Je vais pas prendre le temps de faire le tour, je vais foncer sur la porte arrière et comme à mon habitude, je vais rentrer dans la porte pour la faire s'ouvrir. Le bruit du bois qui cède encore une fois, alors que tu as vu disparaître Lee dans la porte de service, la porte arrière du saloon. J'essaye vainement, le fusil à l'épaule, de suivre Lee, même si je sais que c'est impossible. Mais je vais tenter, moi, de passer, de me glisser sur les murs extérieurs et voir à la façade ou à une fenêtre à l'avant si je vois quelque chose, le dos collé contre les planches du mur et peut-être un regard vers une fenêtre si j'en vois une. On n'est pas très fenêtre, hein, avec les vents, les bourrasques et tout ça. Donc, la façade que tu longes, il n'y a pas de fenêtre. Et lorsque tu arrives au coin, pour tourner, pour atteindre la façade avant, tu vois qu'il y a déjà un attroupement, peut-être 25 personnes devant le trottoir qui donne accès au saloon. Tu entends les portes battantes du saloon qui claquent. Peut-être même que tu les vois papilloter un instant. Oui. On a éjecté un homme qui se réceptionne de mauvaise manière dans la poussière. Je le reconnais. Tu vois William Kennedy, le frère aîné avec qui tu avais échangé des mots, hein, qui était un peu comme le porte-parole du trio, qui se relève péniblement, le visage en sang, presque méconnaissable. Un seul œil valide, l'autre a disparu sous la chair boursouflée. Ils ont tué mes frères! Ils ont tué mes frères! Lee, oui. Tu es entré à l'intérieur. Personne dans les cuisines. L'autre porte, aussi battante, mène dans la pièce principale, où est le bar, le saloon, les tables. Je fais irruption dedans. Quand je vois que personne n'est en cuisine, je trace, ça ne m'intéresse pas. Alors que tu arrives là en trompe, tu vois de dos le judicateur, pratiquement côte à côte, avec son aide de camp, le corbeau. Des tables ont été renversées. Il n'y a plus personne dans la pièce. Avec juste ce pauvre Billy, avec sa coiffe en désordre, qui semble avoir sa propre vie. Et au sol, parmi les tables et les chaises renversées, le corps de 2 hommes, que tu reconnais sans mal, Lee. Si ce n'était pas de manière visuelle, tu reconnais l'odeur du plus jeune des frères, Kennedy, et l'autre. Déjà leurs vêtements rougis de sang. À nouveau, dans ma tête, plusieurs choses se passent. À la base, affolé par ces coups de feu, la seule chose qui comptait, c'était désarmer l'homme qui était en train de tirer sur quiconque. Puis en rentrant dans ce salon, voir cette imposante silhouette et reconnaître qui portait l'arme me bloque quelques instants. Tu peux voir dans ses mains 2 revolvers, encore fumants, alors que le corbeau, lui, a encore les mains dans les poches. Je vais m'approcher un peu plus doucement qu'à l'habitude, pas prudemment ni discrètement, mais un peu moins violemment quand même. Clairement, le judicateur Eastman a senti ta présence, mais c'est comme s'il savait que c'était toi. Il ne s'est pas retourné. T'as vu seulement sa tête comme esquissée de se retourner, mais son regard s'est dirigé à nouveau vers les portes battantes. Allons voir le dernier. Ses bottes claquent sur le plancher de bois, alors qu'il se dirige vers la porte. Je vais me mettre face à lui, lui barrer le chemin. Il te détaille. Que puis-je faire pour toi, Lee? Quelle preuve tu as? Moi, est-ce que tu sais?
Il rengaine son revolver de gauche et claque des doigts. Le corbeau sort une main de ses poches, paume vers le haut, une seringue, une odeur, celle de cette drogue. Je fronce le nez à l'odeur un peu trop forte cette fois de ce qui a bien failli me tuer. Vous avez fait un beau boulot ici, Lee, vous et ce Pontiac. Maintenant, laissez agir l'élite de Chicago. Dois-je vous rappeler les limites de votre juridiction? Non. Ce sourire. À nouveau totalement déchiré, j'ai envie d'aller renifler sur ces cadavres pour me confirmer à moi-même qu'on n'a pas fait fausse route et en même temps je me perds totalement dans le regard et le sourire de cet homme face à moi. Je m'apprête à faire un pas sur le côté pour le laisser passer, puis je me ravise et je lève vers lui un regard plein de questions et je le détaille pendant quelques secondes. Mon attitude en tout cas a changé. Je lui fais plus de barrage, je suis juste en train d'essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi est-ce que j'ai cette confiance en cet homme. Et dans le silence, la voix de Pontiac, Lee, qui interroge un peu l'entrée du saloon. Pour la première fois, je ne réagis pas au moment où tu m'appelles. Dehors, William tente de se relever, cherche le revolver à son ceinturon. Ils ont tué mes frères! Et se redresse. Et là, il titube en direction du saloon. Des bruits de pas sur la pantille du plancher du saloon. Et de l'intérieur du saloon, une ombre qui fauche le frère Kennedy. Toutes les deux s'écroulent par terre. Non, lâche-moi! Il les a tués de sang-froid! Et je l'empoigne la main qui tient le revolver. Non, non, non! Vaut mieux être fils unique que refroidi. Et je jette son arme. À l'intérieur du saloon, Il sera jugé à Chicago. Vous auriez un bel avenir avec nous, Lee. et là, comme gentiment, il va te mettre une main sur l'épaule, mais avec gentillesse, il va comme te tasser, alors que tu sembles un peu perdu dans tes pensées. Et je vais abdiquer. Si mon esprit n'arrivait pas à décrocher, ce geste me fait revenir un peu à la réalité et je vais me pousser de son chemin. On entend les portes grincer, alors que la silhouette, la grande silhouette du judicateur Eastman apparaît sur le trottoir, face et collé au saloon. Derrière lui, comme une ombre, Corbeau, son aide de camp. Ce n'est plus 25 personnes qui se sont attroupées devant le saloon et qui forment une espèce de foule en demi-cercle dans laquelle on peut voir William Kennedy maintenu par Pontiac. Habitants de Green Valley, je suis le judicateur Eastman. Je suis venu ici car le malheur frappait votre village. 2 meurtres sordides. Je suis arrivé, j'ai enquêté et j'ai trouvé les coupables. 2 des frères Kennedy sont morts et ce dernier... Et là, il descend la marche de bois qui mène jusqu'à la terre battue, toujours collé au corbeau. Et ce dernier sera jugé à Chicago. Le verdict des judicateurs a été rendu. Réjouissez-vous, Green Valley. Parmi la foule, Joe, le shérif, qui commence à tasser les gens et qui peine à marcher et qui vient vers Pontiac, qui tient toujours William, mais ta poigne, Pontiac, s'est ramollie alors que tu sens qu'il n'y a plus aucun désir de combattre de la part de William. Oui, il est en sanglots. Alors que tu le maintiens, c'est comme s'il voulait se positionner de côté, se replier sur lui-même, en position fétale et tout oublier. Tu entends les pas du judicateur, suivi de celui du corbeau, tout près. Je me redresse et me relève, et sans un mot, je me mets à côté du vieux Joe, et je fais face au judicateur et à son aide de camp. Et derrière vous pointe la silhouette de Lee qui vient se mettre sur le côté opposé de Joe. Nous partirons dès ce soir. Il ne sert à rien de troubler la paix de ce village plus longtemps. De nuit, judicateur? Vous ne préférez pas partir à l'aube? Tu vois que son regard se dirige vers le bureau du shérif où on voit toujours ce véhicule militaire, une espèce de Hummer fermé, blindé, ses roues immenses. Nous ne craignons rien. Merci de vous en préoccuper, Pontiac. Vous nous aidez pour transporter ce pauvre homme? Bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas le judicateur qui va se pencher, mais
le corbeau sortir les mains de ses poches et t'aider. On le porte à un bras sous les épaules tous les deux, j'imagine, et il traîne les pieds en sanglots. Ce n'est plus que des gémissements. Les larmes se sont taries. Il n'y a plus que la douleur, des soubresauts, quelques hoquets. Vous le transportez jusqu'au bureau du shérif. Du coup, si le corbeau aide, moi je suis restée en arrière avec Joe. J'ai vu sa démarche et malgré que je ne sois pas la plus tendre de ses employés, je me tiens à côté de lui et je décolle simplement un peu mon bras de ma taille et je le laisse ainsi pour qu'il puisse s'appuyer si le fait de se tenir debout devient trop difficile. Il t'envoie un sourire fatigué, hoche de la tête et accepte ton aide. Je n'ai pas un regard pour lui, mais ce n'est pas du tout irrespectueux, au contraire. C'est plutôt dans le sens tu as besoin, mais n'en faisons pas toute une histoire. On termine donc cette scène avec un fondu au noir et le bruit de cette porte de cellule qui se referme dans un grincement métallique. Chapitre 4. Les yeux sont le miroir de l'âme. Le judicateur Eastman va partir au milieu de la nuit. Ouais. À quoi ressemble la fascination de Lee pour le judicateur Eastman? Est-ce que tu vas te lever au milieu de la nuit? Je serais partie me coucher contre la roue arrière. Je me suis roulé en boule à côté de la roue arrière en me disant que ça me réveillera au moment où il va partir. Très bien. Donc c'est un claquement de portière peut-être qui va te réveiller alors que personne ne t'a vu? Effectivement. Peut-être alors que cette portière ouvre et ferme pour laisser rentrer William Kennedy. Étant donné ton pouvoir, une odeur s'est estirpée de ce véhicule. De lavande et de miel. Oh, les vides. Je m'étais redressée discrètement. L'odeur m'interpelle, je fronce les sourcils et je hume à nouveau pour voir si l'odeur est restée dehors maintenant que le prisonnier, oui, est à l'intérieur. Tu la sens plus ténue, comme si elle disparaissait. Je me rapproche du véhicule et j'ouvre la portière à grande volée. T'as le corbeau qui est face à la porte fermée, qui te fait barrage. Je vais le pousser d'un coup d'épaule quand je vois qu'il essaye de me faire barrage. Ça sent le jet. Hein? Et ça va être un jet de corps. Oh! Et en défense. Alors que c'est toi qui initie le mouvement pour le tasser, il se passe quelque chose. Et que la voix bousculée... Ouais, tu l'as vu sortir derrière le véhicule, les yeux peut-être encore ensommeillés, et comme se raidir et vouloir tasser, pour une raison que tu ignores, le corbeau. À quoi ressemble ta stat de corps? Bon. C'est un jet à 40%. Oh non! Oh. 52. Aussitôt que tu touches le corbeau, des points blancs au niveau de ta vision, les jambes en coton, et tu tombes à ses genoux, comme pris de vertige et d'une faiblesse. En 2 enjambées, Pontiac franchit la distance qui sépare de l'arrière du véhicule et de Lee. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Le corbeau reste muet. Il ne fait que tourner la tête dans ta direction pour te détailler, Pontiac. À ce moment-là, tu entends une porte s'ouvrir et une voix. Que se passe-t-il ici? L'imposant judicateur Eastman, autant par sa présence physique que son charisme. Il se fait tard. La nuit est déjà bien avancée. Qu'est-ce qui nous retarde? Il lit? Et là, on voit le judicateur comme vraiment préoccupé aller vers Lee et l'empoigner par les épaules pour l'aider à se redresser. Et immédiatement, son contact, encore cet apaisement, cette familiarité. Je suis totalement perdue. Juste avant de plonger mon regard dans le sien, j'ai un regard sur Pontiac. Je fronce les sourcils. Incompréhension. Tu vois exactement la même chose dans mes yeux et vraiment une grande détresse. Et puis je regarde le judicateur encore quelques instants. J'ai à nouveau effectivement cette sensation d'apaisement. J'ai juste envie de me blottir contre lui et je ne comprends pas. Prenez bien soin d'elle, Pontiac. Vous comprendrez que nous devons partir maintenant. Mais je reviendrai. J'ai été impressionné par votre duo. Nous aurions grand besoin de personnes compétentes entre les murs de Chicago. J'accroche sa chemise avec mon poing au niveau de son col et je lui dis emmène-moi avec toi. Et une main t'agrippe à ces mots. Lee, putain, qu'est-ce que tu fais? Et je prends ta mâchoire dans mes mains et je te force à me regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? Le regard que tu trouves a changé. C'est quand même assez solide.
Beaucoup de détresse encore, mais je dégage ma tête d'un geste un peu agacé et je tends la main vers la poignée de la porte de la voiture. Je me retourne et j'entreaperçois la poignée avec le corbeau qui semble camper juste devant. Je regarde le judicateur et... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a que William Kennedy, Pontiac. J'ai une place de libre pour Lee. En ce qui vous concerne, ce sera à mon retour lorsque je reviendrai, dans 2 mois, si vous le désirez. Lee, elle, a fait son choix. Allez-vous respecter les souhaits de votre ami? Foutrement non. Et j'agrippe Lee et je la décroche physiquement du judicateur et je l'empoigne par les épaules. Et je la tire un peu sur le côté. Qu'est-ce que tu fous, Lee? Qu'est-ce que tu fous? Et je me vertue à essayer d'avoir un contact avec elle. Je vois bien que elle a la tête tournée vers le véhicule et le judicateur. Lee! Je viens poser ma joue contre la tienne. Ce geste que je fais parfois très rarement, mais quand j'ai l'impression que c'est nécessaire, et j'en profite pour glisser à l'oreille. Il y a quelque chose dans le véhicule. Il y a un battement de mon cœur à ces mots qui se... Comme une embardée. Ça rate un... Tout. Et je le ressens. Et le rythme s'emballe. Un frisson me parcourt. Et je pose mon front contre le sien, avec dans un petit bruit mat. Je me retourne vers le judicateur. Je force un peu mon étreinte et j'essaye de faire en sorte que ça ressemble à une embrassade d'adieu. Toi, tu sais, je te serre un peu trop fort, un peu trop, c'est très maladroit. Et puis je te lâche et je retourne vers le judicateur. Je tends à nouveau ma main vers la poignée de la porte. J'attends comme un acquiescement de sa part. De la portière, pardon. Le corbeau l'ouvre. Nous nous reverrons dans 2 mois, Pontiac. 2 mois, c'est très court sur les terres fondues. Et au-delà du fait que ça sonne comme un mensonge, pour nous, habitants de Green Valley, 2 mois, c'est presque toute une vie. Je sens le décalage dans la sincérité de ces paroles par rapport à notre monde. 2 mois. Et à ce moment-là, le judicateur, de manière très paternelle, va te prendre par les épaules, Lee, et il va te faire entrer dans le véhicule. Alors je vais pas rentrer tout de suite, je vais ouvrir la portière là où le corbeau a laissé sa place. Et je vais regarder à l'intérieur. Ben, tu vois que derrière, il y a comme une bâche qui recouvre quelque chose, mais c'est pas accessible, c'est comme derrière le véhicule. Mais à part ça, t'as la banquette arrière, les 2 bancs. Et l'odeur? Et l'odeur, elle est omniprésente, plus que jamais. Là. Elle serait pas si forte que même moi je pourrais la sentir. Presque. Je me penche en avant pour attraper la bâche et tirer. Pour la première fois, on entend la voix du corbeau. Et il t'agrippe et t'éjecte du véhicule. On va faire un jet de corps. Est-ce que tu as réussi à agripper cette bâche et à voir? Ce serait un défi standard. Et là, si tu veux utiliser ton adrénaline, ça peut servir. Hein. Ok, donc un jet à 55. Allez. Oh oui! 1. Réussite critique. Ouh! Écoute, ça se passe tellement vite, qu'est-ce qu'on va voir. Et là, tu as un avantage fictionnel. Okay. Tu as réussi à gripper la bâche, t'es tiré, tracté vers l'arrière, vers la sortie, vers cette porte. Et là, tu as le corbeau qui t'agrippe et qui te lance au sol. Mais tu as eu le temps de voir. Ok. Tu as eu le temps de voir cette famille, ce père et sa fille, recroquevillés en boule derrière le véhicule. On entend même le cri de la femme. Ah! Est-ce que c'est ceux des caravanes de la journée? Oui, le père et la mère et leur adolescente d'une 15aine d'années. Là, toi, tu te retrouves au sol avec la bâche. Avantage fictionnel. J'avais très envie au moment où le corbeau m'agrippe, donc j'ai la bâche dans la main gauche, et au moment où il me tire en arrière, de réflexe, je balance un énorme coup de coude derrière moi et je lui fracasse le nez. Ça marche, ça? À qui tu fracasses le nez? Au corbeau. OK, on y va avec ça. Tout le bas de son visage, ses lèvres, sa mâchoire, son cou se colore de rouge, alors qu'il titube et tombe d'une façon un peu grotesque sur les fesses. Bang! Et le regard ahuri, grand ouvert. Elle m'a piqué le nez! Et là, tu vois le judicateur
Tout ça est bien dommage. Et tu te retrouves avec un canon qui te vise le front, Pontiac, et l'autre canon, de son bras gauche, qui te pointe Lee. C'est à ce moment-là qu'on voit la jeune fille de 15 ans sortir du véhicule, son père l'agripper par derrière, par les bras. Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Entre dans le véhicule! Il faut suivre le judicateur, je t'en supplie! Viens! Qu'est-ce que c'est que ce merdier, judicateur? Je suis navré pour vous que vous ayez à assister à tout ça. N'est-ce pas, Mitchell? Il jette un regard au père qui tient encore sa fille. Tu avais perdu la tête ou quoi, Mitchell? Tu devais récolter les yeux des misérables que votre caravane croise en route, et non décimer les habitants des villages tout autour de nous. La souillure t'a ramolli le cerveau ou quoi? Non, non! Mais ma fille, ce sont ses poumons! Ils sont malades! À Chicago, une médecin d'élite m'a assuré qu'on pouvait les changer! Mais pour ça, il me fallait gagner plus! Il me fallait des yeux bleus! Pour vous, l'élite et les judicateurs! Pauvre imbécile! Pourquoi les gens de l'élite, comme moi, aurions-nous développé des techniques pour changer un poumon ou quelconque organe? Nous vivons pendant des siècles. Personne ne fait ce genre de procédé à Chicago, crois-moi. Tu as été berné. Seuls nos yeux ne peuvent traverser le passage du temps. Nous ignorons pourquoi ils dépérissent aussi vite sur les terres fondues. Très lentement, dans mon cerveau, les phrases que je viens d'entendre s'accrochent et se mélangent et essayent de former un puzzle. J'ai un regard pour Lee, j'essaye d'accrocher le sien. La colère, la hargne, le fait de réaliser que nous ne sommes que des pions du bétail. Green Valley a assez perdu de personnes. Au moment où le regard de Pontiac s'allume comme un feu de rage, c'est comme si c'était contagieux. Et moi je viens coller carrément ma tête contre l'arme. Mais tu es quoi? Alors que les yeux du judicateur sont plongés dans les tiens, il y a un déclic, Lee. Quelque chose que tu reconnais dans ce regard bleu, azur. Une impression de déjà-vu. Et tu comprends pourquoi tu faisais confiance au judicateur. Ses yeux sont littéralement ceux de ta mère. Une rage intense. Au-delà d'un sentiment réel que j'ai, je pense que le fait de revoir ses yeux va comme retirer le flou de mes souvenirs. Et à ce moment précis, avec son arme sur ma tempe, avec toute cette rage en moi, je vais revoir des flashs de ma mère et de mon père justement, et avec des visages beaucoup plus nets, ce qui va encore plus décupler la colère. Mon corps se contracte, j'ai un élan malgré l'arme pour passer outre cette menace. Lee, quelles sont tes intentions? Je vais lui mordre le bras, mais comme un animal sauvage, vraiment, en essayant d'arracher la chair de son avant-bras. C'est parti. 17. Mais c'est fou ce jet, c'est un truc de fou, c'est un... C'est vraiment dingue, ouais, effectivement. Judicateur, ce n'est pas un manchot. En combat, on parle de extraordinaire. Il y a quelque chose de surnaturel du fait de pratiquer au-delà de plusieurs siècles. Écoute, c'est réussi, hein? Décris-moi, qu'est-ce qui arrive? Le canon froid donc à nouveau sur mon front et je pousse un grand coup en avant, animé par cette colère qui explose à l'intérieur. La sensation de la douceur de ma mère qui apparaît et qui m'enrage encore plus. J'espère l'effet de surprise. Peut-être qu'il est déstabilisé un quart de seconde. Je me baisse pour passer sous l'arme, remonte et mord son index qui tient la gâchette. Et tire de toutes mes forces pour tenter de lui arracher. Et ça fonctionne. Dans une espèce d'arc de cercle, alors que ta tête part vers l'arrière, le doigt du judicateur entre tes dents, on voit cette giclée de sang, suivie du cri du judicateur. Ah, mais qu'est-ce que tu fous, espèce de folle? De ton côté, Pontiac, que fais-tu? J'aimerais utiliser mon pouvoir. Ton pouvoir, Pontiac. J'ai pas envie que ça va, s'il vous plaît, monsieur le Jésus. Petit Jésus, si tu m'écoutes, fais pas le con. Ça passe. 31. Allez, raconte ce que fait ton pouvoir. Je profite de cet effet de surprise. Une main empoigne le canon du judicateur, mais
la main est comme la pierre rougie au soleil. On entend un grincement quand elle serre le canon de l'arme du judicateur. Peut-être le judicateur retenter de tirer et le coup explose et fait exploser le canon de l'arme dans des étincelles et un crissement de pierre. Merde! Le bétail se rebelle. Et j'essaye de tirer l'arme pour lui virer des mains. Grâce à ton pouvoir, t'as réussi à maîtriser, à détruire l'un de ces 2 pistolets. On va dire que tu t'attaques au deuxième. Un jet, combat. Ok. Donc ça me fait retomber à bon. 89. Oh, elle frappe, cette fiction. Et là, c'est moi qui ai la main. Ah ouais, elle frappe fort. Alors que tu as bousillé son arme, qu'il a laissé tomber au sol, sa main vide se referme en un point. Il vient te frapper au cou, mais avec une force. La douleur et plus d'air ne passe alors que tu tentes de respirer. C'est à lui maintenant. Et son doigt a disparu, hein? Au profit de la dentition de Lee. On voit cet homme qui dégageait tant d'assurance auparavant aller chercher son deuxième pistolet à sa hanche avec son bras gauche, mais de façon précipitée, là, de façon plus alarmée. Une fois dégainé, il pointe son arme sur toi, Lee, et il s'apprête à faire feu. Combat contre combat. 45 et moins pour remporter cette passe d'armes. Oh non! Oh vache. 86. Il est temps de payer. Je voudrais juste l'observer et je pense que je comprends qu'il va faire feu. Et j'écarte les lèvres et entre mes dents reste un morceau de chair de son doigt. Et je le crache sur une de ses bottes avant de le regarder fixement dans les yeux. On a cette image de ton sourire qui, en une fraction de seconde, s'illumine. Le feu craché par le canon, alors que ton visage prend une teinte orangée. Une douleur à la cuisse. La douleur intense dans ma cuisse et cette brûlure, cette morsure que je ne connaissais pas encore. Ces humains qui ont besoin de ces armes à feu pour se battre me révoltent. Dans un élan de désespoir, de colère mêlée, je veux lui faire du mal, simplement. C'est la seule pensée qui me traverse. Et sur mon pied valide, malgré la douleur et le sang qui s'écoule très rapidement, je veux essayer de m'élancer sur lui pour lui sauter à la gorge et le mordre à nouveau. 45. 88. Un autre coup retentit. Cette fois-ci, le rouge commence à peindre tes vêtements, juste en haut de la ceinture, à ta hanche. Désolé, Lee. Tu n'aurais pas dû voir cela. Je vais devoir tous vous tuer. Le temps d'un roulement sur la terre aride et sèche, ma bouche collée contre le sol, je vois le judicateur tirer sur Lee. On voit mon souffle qui repousse la poussière près du sol. Entre deux respirations rock, mon pied a juste le temps d'accrocher un caillou sur le sol et de prendre un début d'impulsion et dans un cri, j'essaye de l'attraper à la taille comme un tacle. Vas-y. Oh mais c'est un truc de fou, mais c'est un... Oh là là là. C'est un fiasco. J'imagine qu'avec ce caillou, tu voulais le frapper, peut-être même à la tête. Tu vas goûter de ta propre médecine. Oui. Il t'a vu te précipiter sur lui. Il a anticipé. Résultat de siècles de combat. Il retourne son arme vers toi et immédiatement la douleur au ventre qui a stoppé net ta course. Il se précipite sur toi et te plaque au sol, t'y maintenant, alors qu'il est par-dessus toi. Et là, il va renverser son arme, maintenir son pistolet par le canon et s'en servir comme d'une matraque. Pour ne pas heurter les gens, la caméra va se relever un peu. Tout ce qu'on va voir, c'est le bras du judicateur se relever avec son pistolet et s'abattre une première fois. Et on entend le bruit caractéristique du métal qui va heurter la chair et briser les os. On voit le bras réapparaître, bien haut, l'arme rougie de sang, et s'abattre une seconde fois. Vous n'êtes que des vermines. Puis, une troisième. Je suis l'élite. Et alors qu'il relève sa main une quatrième fois, le bras du judicateur retombe. Un cote et on voit son regard ahuri, le sang envahir le tissu de son épaule.
Sous le porche du bureau du shérif, le vieux Joe, une carabine collée au creux de son épaule. La caméra, par pudeur, évite le visage de Pontiac qui émet des gargouillis à moitié noyés. On voit la main de Pontiac gratte la terre, d'abord pris de soubresauts et de mouvements erratiques. Le judicateur est à côté de toi. Il s'est laissé tomber sur le côté, dos au sol, regardant le ciel, haletant. Un doigt en moins et une balle dans le haut du torse, tout proche de l'épaule. Je vais regarder Pontiac et voir sa main qui s'agite. Mon regard va rester quelques petites secondes sur cette main et je vais totalement laisser de côté le judicateur et je vais m'approcher de Pontiac à 4 pattes, enfin à 3 pattes, en me traînant avec cette jambe qui ne répond plus à ce que je lui demande. Et on va peut-être pouvoir voir l'ombre de Lee qui s'approche de Pontiac et qui se met vraiment entre les deux, lèvres retroussées et grognement en direction du judicateur et un regard un peu affolé sur Pontiac en essayant de trouver ce qu'il faut faire. Et je vais me mettre en défense entre les deux au cas où le judicateur essaierait de reprendre son acharnement. Lentement, le judicateur se relève péniblement, tentant de se redonner une contenance, se tenant le corps droit malgré la douleur. Il te lance un regard, Lee, chargé de mépris. Il lâche un regard en direction de cette famille, entassée les uns contre les autres, contre le véhicule, toujours avec ce regard de mépris. Puis, à sa gauche, il regarde le corbeau, son aide de camp, qui n'a rien fait, toujours assis au sol, le visage ensanglanté, le nez cassé, toujours ce dégoût dans les yeux du judicateur. Je ne suis entouré que de déchets. Lentement, il va retourner son revolver, lui redonnant sa fonction d'arme à distance, et la pointer vers le vieux Joe, toujours devant le bureau du shérif. Les deux hommes se tiennent en mire. Et on va faire un jet de combat entre le vieux Joe et le judicateur. Je vais te le faire faire, Méric. Oh bah putain. le pauvre Joe, mon pote, c'est pas parti. Ah, Joe ne bouge pas beaucoup, mais il est pas shérif pour rien. J'ai à 45 et moins. Et voilà, ça c'est fait. Allez, ciao de vieux. 67. Vous entendez 2 coups de feu, mais un seul homme tombe. Le vieux Joe s'affale sur le trottoir de bois, devant le bureau du shérif. Tout aurait été plus simple, Lee, si tu n'avais pas joué les sales fouines. Et si tu n'avais... Le judicateur porte ses 2 mains à son cou et il tombe à genoux sur la terre battue. Le bras tendu, le corbeau, son aide de camp, semble se concentrer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous? La haine dans les yeux du corbeau. Que fais-tu, Lee, alors que le judicateur là, est tombé à genoux là, tout près de toi? Reprends les yeux de ta mère. Très surprise par ce qui vient de se passer. Toujours en se tenant la gorge. Pauvre fou! Vous n'êtes rien contre l'élite de Chicago! Ah, arrête, corbeau! Vous ne pourrez pas nous arrêter. Nous sommes milliers à Chicago. Et nos corps ont enfin de nouveaux yeux. Les petits escrocs comme Mitchell ne suffisent plus. Bientôt, nous viendrons. Bientôt, village après village, vous tomberez sous la récolte. Nous viendrons vous arracher les yeux. Les yeux de vos enfants. J'ai une machette, normalement, qui est rangée à ma taille. Eh bien, je vais difficilement... Enfin non, je vais sortir la machette et le laisser faire son discours. Et réunir le peu de force qu'il me reste et lui asséner un coup de machette au niveau du cou. Ou en plein front. Ça coupe un discours. C'est Peggy 18, mais après, ça passe. Il est mal en point. Par contre, toi, t'es encore plus blessé que lui. Cependant, le corbeau l'indispose, ce qui fait que la stat est toujours pareille. 45% et moins, et tu gagnes la passe d'armes.
Ah, c'est un 28! 28. T'as gardé ça pour la fin, Jenny? C'est ça. C'est une réussite totale. Raconte-moi, Jenny, alors qu'on le voit lever son pistolet vers toi, un sourire mauvais sur ses lèvres et ce dédain dans ses yeux azur, les yeux que portait ta mère. Je rassemble tout ce qui me reste de force et je sors la machette de son étui à ma taille. Et avec la vivacité plus que la force dont je sais faire preuve, avec le corps de mon compagnon juste à côté, Joe que je viens de voir s'écrouler, un pic d'adrénaline et je frappe. Je frappe en plein milieu de son crâne, que la machette vient ouvrir sur une bonne partie. La rage t'animant et lui blessé et ralenti par le corbeau, il n'a pas eu le temps de tirer avant que ton coup ne l'atteigne. Le son d'une hache, alors qu'on voit le visage du judicateur Eastman avec l'arme qui tient seule dans son front et les prunelles de ses yeux vides de vie. Le chapitre final. Sur un ciel couchant à l'horizon, à l'ombre de ce porche, on retrouve Lee sur un des rocking chairs qui se balance, la jambe empaquetée, lâche un long soupir et se tourne sur sa droite, vers le deuxième rocking chair juste à côté d'elle. Rocking chair qui est vide et qui bouge au vent. Après un moment de silence, on entend du bruit dans le bureau du shérif. Un pas traînant, Pontiac s'assoit sur le rocking chair. Il attrape 2 verres qu'il remplit d'un torboyau. Il tend un verre à Lee. Il saisit le verre et le fait tourner entre ses doigts. Et au moment où tu saisis le verre, on entend la pierre grincer sur la surface transparente. Sa main droite a l'aspect de la pierre rougie au soleil. J'espère que ça ira mieux demain. Demain ira mieux, mais je n'oublie pas les paroles de ce vieux fou. Notre meute n'est pas en sécurité. Ils reviendront, c'est sûr. On va se préparer, mais demain. Et je tends mon verre vers toi, Lee. Le mien vient teinter contre le tien et j'allonge mes jambes sur ce rocking chair. Tu as raison. Demain. Et derrière les hématomes et les bandages et les cataplasmes, on voit un sourire en coin sur le visage déformé de Pontiac. Oui, demain. Et ça se termine ici. Yes. Bon, bravo! C'était super chouette. C'était bien. Bravo, bravo, bravo. Franchement, c'est très bien. De beaux personnages. Ouais. J'ai bien aimé, moi, cette genre de complicité, confiance, mais deux écorchés de la vie ensemble. De dur, ouais, totalement. J'ai adoré jouer Lee. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Ah, ben, j'ai senti aussi que tu prenais plaisir. Tellement inconfortable à la base, ce personnage, où je voulais pas trop lui donner de parole, où je voulais qu'elle ait ce côté un peu sauvage, et en même temps, j'avais pas envie de faire un personnage qui parle pas, qui est dans son coin et tout ça, et j'ai trouvé ça génial de devoir utiliser autre chose que la parole pour rendre vivant un personnage. Ça a été un super exercice pour moi, en tout cas. Oui, puis tu nous l'as bien rendu. Ouais, effectivement, ouais. J'ai adoré. Bah, tant mieux, ouais, merci. On l'a bien senti, Lee, et ce passé où elle a été coupée de sa famille et elle a dû se reconstituer avec tout d'abord une meute de chiens, ce village et ce vieux Joe, et puis Pontiac. Extraordinaire, Pontiac. Ouais, moi, c'est le lien particulier, tu vois, plus que le personnage. Je trouve... on est d'accord sur beaucoup de choses. Il y a quelque chose de non-dit qui se passe, mais c'est pas très clair non plus. Je trouve que ça marchait bien. Franchement... Clairement. Et en plus, quand ils ont failli partir le matin, là, à 2 doigts, je te jetais à la galine. Tu veux partir avec eux, c'est ça, hein? Comment j'allais te dire ça en plus? Je disais, mais pars, c'est ça, je m'en fous. De toute façon, je m'en fous. Et ben, tu sais qu'honnêtement, j'ai hésité. À la base, mon idée, c'était réussir à rentrer dans la voiture pour voir ce qui se passait. Et ça partait tellement sur le fait... Enfin, je sentais tellement que tu partais sur ce côté-là que je me suis dit, putain, en fait, il faut juste que je le fasse et que je pousse ça jusqu'au bout.
Et j'hésitais trop entre les deux voies possibles. Je sais pas. Ça aurait pu marcher aussi, hein. Ça aurait pu... Ah oui, ça aurait marché très bien aussi, là. Ouais. Non, franchement. Ben, c'est le fun parce qu'on était dans un scénario des possibilités. Là. Ouais. Et moi, j'ai bien aimé, parce que moi, de mon côté, c'était un exercice. Hein. J'ai quand même consacré seulement 2h30 à cette histoire. Et voilà, les grandes gueules continuent de discuter de leur partie. Nous, on espère que vous avez apprécié et on vous invite à d'autres aventures des Imagitateurs. C'est toute l'équipe qui vous dit ciao, hasta luego.